sommet de cette édition de l'actualité, rentrée politique du Soleil d'avenir, le mouvement politique place les défis de la classe politique burkinabé au cœur de cette rentrée. L'ouverture de la rencontre à suivre à l'entame de cette édition, la bière locale sur la voie de l'industrialisation, une unité semi-industrielle de mise en bouteille du Dolo ouvre officiellement ses portes à Ouagadougou. À suivre dans ce journal une présentation complète de Germilou. Et puis, dans cette édition, initiation d'une nouvelle reine dans la cour royale du Yatenga, Agathe Ouedraogo, future reine. C'est donc un rituel en plusieurs étapes. Vous verrez cela dans quelques instants. Bonsoir à tous. Merci de suivre ces actualités dans cette édition sur la télévision du Burkina. C'est une rentrée politique sur fond de défis de la classe politique nationale. Le plus grand défi demeure l'insécurité, mais le Soleil d'avenir veut également relever le défi du renouvellement de la classe politique burkinabé. Le professeur Abdoulaye Soma et ses camarades effectuent leur rentrée politique ce matin à Ouagadougou, témoin de l'événement. Issa Kafando, Pascal Kane. Les défis de la classe politique burkinabé. C'est sous ce thème que le Soleil d'avenir effectue sa rentrée politique. Et l'un des défis majeurs à relever est le renouvellement de la classe politique. Le mouvement du professeur Abdoulaye Soma estime que la classe politique dirigeante actuelle a fait ses preuves et il est temps qu'elle cède la place à de nouvelles têtes, à de nouvelles idées. Nous avons une classe politique qui est arrivée au pouvoir à l'occasion du coup d'État de 1983. Et cette classe politique était très jeune à l'époque. Le président Thomas Sankara lui-même avait une trentaine d'années, 33 ans, et tout le reste était dans les 30-20 ans. Et les hommes déterminants de cette classe politique sont restés au pouvoir jusqu'à aujourd'hui. Ça fait une quarantaine d'années. Ils ont fait ce qu'ils ont dû pouvoir faire. Il y a eu des mérites, il y a des défauts. Mais on arrive à un moment où il faut renouveler. Le défi majeur, c'est ce renouvellement. Il faut réussir ce renouvellement. Ce changement générationnel doit se faire cependant en douceur, tout en reconnaissant les mérites de la classe dirigeante actuelle. Le président du Soleil d'avenir travaille déjà sur le projet avec des jeunes d'autres partis politiques. Avec les autres jeunes des partis politiques que vous connaissez, nous devons travailler à rassurer les anciens qui sont là, qu'on respecte leurs contributions et que nous sommes une offre politique tout à fait crédible et rassurante pour que lors des élections démocratiques, nous puissions reprendre le flambeau et continuer à faire ce qu'ils ont engagé. Je ne suis pas belliqueux en politique. Je suis très courtois. On respecte, on connaît les limites des gens, mais on les respecte parce qu'ils ont quand même contribué à quelque chose. Mais maintenant, il faut qu'on se dise aussi la vérité. Game over. Pour aider à la réflexion, les militants du Soleil d'avenir vont écouter des spécialistes des questions politiques. Des communications de Abdul Karim Saïbou et de Siaka Koulibaly vont alimenter les débats. L'association Racine, elle veut également avoir un certain regard sur la vie politique nationale. Aussi a-t-elle créé dans son nouvel organigramme un secrétariat chargé des partis politiques. Le président Eli Ouedraogo rebelote pour un autre mandat de 5 ans. L'Assemblée générale de l'association est essentiellement consacrée au renouvellement des instances dirigeantes, nous disent Nongba Kouda et Amandine Lalsaga. Eli Ouedraogo rempile pour un deuxième mandat de 5 ans à la présidence de l'association Racine. Il est à la tête d'un bureau de 25 membres. Une nouvelle équipe élargie, restructurée pour plus de résultats en matière de promotion des valeurs culturelles. Un de nos gros problèmes, c'est notre déperdition culturelle. Et nous sommes en quête de cette identité culturelle. Et ça reste l'objectif principal. Et comment faire en sorte que ce trésor, notre patrimoine culturel, soit revalorisé. Cette assemblée générale décide également de nouvelles orientations pour la structure. Pour ce quinquennat, Racine s'inscrit dans la continuité et dans la proximité. Pour cela, un poste de secrétariat chargé des relations avec les partis politiques est créé pour plus de dialogue. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus les partis politiques ont créé des secrétariats chargés des organisations de la société civile. À un moment donné, nous nous sommes émus
Et nous nous sommes rendus compte qu'il fallait à notre tour créer un secrétariat chargé des partis politiques pour qu'ensemble nous puissions rentrer en dialogue et pour que cesse enfin cette guéguerre qui consiste à diaboliser les partis politiques de la part des OSC et que les partis politiques ont tendance à diaboliser les organisations de la société civile. Actualité nationale oblige et en lien avec les valeurs défendues par Racine, le nouveau président réagit sur la situation qui prévaut à la Commission électorale nationale indépendante CENI. L'association Racine souhaiterait que la chefferie coutumière et traditionnelle, pour mieux apporter sa contribution à une cohésion sociale, à un mieux vivre ensemble, soit dotée d'un statut qui la sorte du champ de la politique partisane et politicienne. En rappel, l'association Racine a été créée en 2015 et réunit des chefs coutumiers, des professeurs d'université et des chercheurs qui travaillent à la sauvegarde de nos valeurs culturelles. Le programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne est sur la perspective d'une phase 3. Il faut pour cela s'appuyer sur les acquis et les insuffisances de la deuxième phase pour aider à orienter les futures actions. La rencontre bilan réunit les collectivités concernées à Koudougou. Les détails avec Paul-David Bambara et bienvenue Taonsa. À moins d'une année de la clôture de la phase 2 du programme d'appui à la décentralisation et à la participation citoyenne d'EPAC 2, les parties prenantes se concertent ici à Koudougou. Il s'agit d'une rencontre entre l'État, les acteurs de terrain et le partenaire financier du programme. Le but de cet exercice, faire le point des actions menées, partager les résultats du programme et échanger sur les enjeux d'une phase prochaine. C'est un programme en tout cas qui a accompagné le renforcement de la gestion au niveau des collectivités territoriales, notamment au niveau de la maîtrise d'ouvrage public, les investissements socio-économiques, la bonne gouvernance. Par rapport au prochain programme, nous avons déjà commencé à échanger avec notre partenaire stratégique qui est la coopération suisse pour voir en tout cas comment prendre en compte les préoccupations réelles des populations au niveau des collectivités territoriales. La finalité du programme d'EPAC 2, rendre les communes et les régions capables de fournir de meilleurs services publics, améliorant la qualité de vie des populations et facilitant les activités économiques. Pour le partenaire de mise en œuvre, les chiffres sont encourageants après 3 années d'implémentation. On a pu constater qu'en effet, on a bien travaillé dans plusieurs domaines. On a pu achever de bons résultats en termes de meilleures infrastructures routières, sanitaires, d'éducation par rapport à l'eau dans les communes et régions dans lesquelles on a pu travailler. On a pu voir qu'on a réussi à introduire l'adoption de méthodologies participative, de gestion aussi à moyen et long terme pour le maintien, ce qui est très important. D'un coût global d'environ 12 milliards de francs CFA, le programme d'EPAC 2 s'exécute dans 30 collectivités territoriales et 4 régions du Burkina Faso. Sa mise en œuvre prend fin en février 2022. Le Code de la santé publique en gestation intéresse les députés qui veulent en savoir davantage. Une rencontre d'échange avec les techniciens du domaine est initiée par la Commission Genre, Action sociale et santé avec le soutien du programme d'appui à l'Assemblée nationale. Ce sont surtout les innovations à introduire pour l'adapter au contexte actuel qui retient l'attention des élus à Koudougou, nous confie Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Vieux de plus d'une vingtaine d'années, le corps de la santé publique visiblement est dépassé au regard de l'évolution de la science et de la technologie dans le domaine de la médecine. Les députés membres de la commission Genre, Action sociale et santé chargés d'étudier en profondeur le dossier ont alors été conviés pour mieux échanger autour de la problématique. C'est la commission qui, à notre sens, est chargée d'examiner et d'étudier en profondeur ce genre de loi. Et donc, il était opportun qu'ils puissent mesurer l'ampleur de la problématique et animer vraiment le débat qui pourra bien servir à adopter et à bien régler la loi
pour le peuple burkinabé. Les questions liées à la santé, de la reproduction, l'éthique et la déontologie, les innovations à introduire, voilà les principaux aspects qui ont fait l'objet de débats. Les innovations majeures que ce texte comporte, il s'agit notamment de certains domaines comme la bioéthique qui comporte des domaines variés tels que la procréation médicalement assistée, les textes relatifs également aux dons d'organes, voilà, et au financement de la santé. Le principal objectif donc, permettre aux députés membres de la commission genre, action sociale et santé de faire ressortir les innovations les plus pertinentes. Des innovations qui permettront au nouveau code de la santé de s'adapter à l'évolution de notre société. Et la veille sanitaire étant un domaine tout aussi important, le matériel informatique que l'Institut national de santé publique vient de recevoir devrait lui permettre d'améliorer ses capacités de fonctionnement. Au total, une 50aine d'ordinateurs et autres appareils remis par l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique à travers CDC Atlanta ce 16 juillet en présence de Holopoda. Entre l'Institut national de santé publique INSP et l'Association internationale des instituts nationaux de santé publique INFI, c'est un amour qui se bonifie au fil du temps avec pour objectif d'accompagner la politique de développement sanitaire du Burkina Faso par les bons soins du Centre pour le contrôle et la prévention des maladies CDC Atlanta, INFI dote l'INSP d'un lot de matériel informatique et audiovisuel. Cet équipement va venir renforcer les capacités de l'Institut national de santé publique. Vous savez très bien que l'Institut national de santé publique a 6 entités. Ces différentes entités vont pouvoir travailler avec une bonne coordination pour que chaque entité puisse assumer ses missions et atteindre un niveau de performance souhaité. Avec ce don, l'Institut national de santé publique promet être encore plus opérationnel dans la veille sanitaire, la recherche et l'expertise scientifique. Un nouvel engagement qui viendra conforter la solide expérience et la notoriété de cet institut qui fait la fierté de tous à travers une stratégie d'intervention et des résultats qui séduisent autant qu'ils fascinent en matière de renforcement du système de santé. Le gouvernement américain a un partenariat très fort avec le Burkina Faso dans le secteur de la santé. Et un des volets de ce partenariat, c'est le soutien que nous donnons à cet institut, qui est très important pour la prévention, la détection et la réponse à des maladies, aux maladies et aux urgences sanitaires. C'est la première fois que je suis venue pour voir le travail et pour comprendre plus de l'Institut. En moins de 3 ans, l'INSP s'est positionné comme un opérateur incontournable dans le système de santé publique ici au Burkina Faso. Et la Covid-19, la gestion de la pandémie de Covid-19 et l'implication de l'INSP dans cette gestion en est un exemple. Et c'est un modèle pour la sous-région, l'INSP Burkina Faso. CDC Atlanta et INFI sont des partenaires privilégiés de l'INSP depuis sa création en 2018. Un partenariat qu'il s'engage à entretenir afin qu'il puisse davantage produire des fruits en abondance au profit du bien-être de la population burkinabé. Promotion de l'excellence à l'école. Sokouraba, dans le Kénédougou, célèbre les élèves les plus méritants. 42 des meilleurs élèves du primaire et 20 du secondaire reçoivent des récompenses ce 12 juillet. Une satisfaction pour les responsables de l'école primaire de Sokouraba, positionnée comme la meilleure de la commune cette année. Les journées de l'excellence scolaire sont une initiative de l'association pour le développement économique et social de Sokouraba. La cérémonie de récompense suivie pour nous par Salifou Belem et Amandine Lalsaga. Des pas de danse au rythme du balafon pour magnifier l'excellence scolaire. La fin d'une année scolaire à l'école de Soukoroba. Élèves et enseignants célèbrent la 2e édition de la journée de l'excellence. Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Orodara. Quand on dit la motivation à l'école primaire, tout commence par ça.
Lorsque l'enfant est motivé, c'est normal, il va travailler. Désignée meilleure école de la commune de Kangala au certificat d'études primaires avec un taux de réussite de plus de 90%, l'école se positionne au niveau communal. Les meilleurs élèves filles et garçons sont également issus de cette école et repartent aujourd'hui avec de nombreux lots. J'ai eu mon CP, j'ai eu un vélo, je peux aller en 6e. Je suis très contente. En plus de lauréats au certificat d'études primaires, les meilleurs élèves du collège d'enseignement général reçoivent également des prix. Les 5 premiers de chaque classe repartent avec des prix composés de bourses d'études et de kits scolaires. Je vais encore faire mieux, plus que ça même, et prier encore pour avoir le bac aussi comme ça. On a fait appel au MENAPL qui nous a vraiment aidé avec beaucoup de matériel pédagogique même pour les enfants, pour les enseignants. On pas limité seulement à récompenser que les élèves, mais on récompense aussi les enseignants et ça va continuer au fur et à mesure. La deuxième édition de la Journée de l'excellence se referme avec une note de satisfaction, nous confient les organisateurs qui entendent revoir à la hausse les prix pour les éditions à venir. Environnement à présent avec la forêt classée des 2 balais menacés, notamment par l'action andropique. L'association Yirikan se fait porte-voix pour lancer un cri de cœur pour sauver la réserve. Elle a réuni le 5 juillet dernier à Boromo toutes les parties prenantes pour des échanges sur la question. L'urgence, c'est de réunir des fonds pour préserver le site. Une rencontre précédée d'une visite de terrain. Bienvenue dans sa commentaire. Des amis de la forêt au sein du parc national des 2 balais. Une petite marche et l'on constate déjà l'état de dégradation de ce massif forestier. L'action de l'homme est pointée du doigt, le braconnage, le pâturage, l'orpaillage, l'occupation agricole sont autant de faits déplorés. Les gens sont en train d'envoyer le parc, les orpailleurs surtout, et les éleveurs. Mais bon, nous aussi, comme je dis, nous faisons de notre mieux. Nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes 9 forestiers avec 8 écogardes pour couvrir une superficie de 80 600 hectares. C'est pas facile. À l'initiative de ce cadre d'échange ici à Boromo, l'association Yirikan et ses partenaires. Objectif, mettre en branle une chaîne de solidarité pour sauver la forêt classée des 2 balais. Ce parc-là était un joyau. Il y a 10 ans derrière, on ne pouvait pas faire le trajet Ouaga-Bobo sans voir des éléphants qui traversaient le Boudon vers le Moumoun. Mais aujourd'hui, tous ces éléphants, je pense, je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais certainement migré vers des espaces où il y a beaucoup plus de sécurité. À cette journée de discussion, des participants en majorité acquis à la cause de l'association Yirikan, engagement est pris de soutenir la structure dans son projet qui vise la sauvegarde du parc national des 2 balais. La coupe abusive de bois est l'une des principales causes de la déforestation au Burkina Faso. Et pour lutter contre le phénomène, un nouveau référentiel pour mieux organiser le secteur du bois est en cours d'élaboration. Une stratégie nationale et un plan d'action 2021-2023 de la gestion durable des ressources en bois d'œuvre est donc en cours de validation à Banfora ce 16 juillet. Lamine Karantao, Saturnin Paris pour le commentaire. La problématique de la gestion durable des ressources forestières se pose avec acuité au Burkina Faso. Pourtant, nombreuses sont les personnes qui tirent leurs revenus dans le métier du bois. Il y a donc nécessité de mieux organiser le secteur à travers l'adoption d'un référentiel. Et cet atelier est initié pour valider la stratégie nationale et le plan d'action 2021-2023 de la gestion durable des ressources en bois d'œuvre et en bois de service. Le Burkina Faso regorge un potentiel très intéressant en bois d'œuvre et bois de service. Mais depuis la suspension de l'exploitation du bois de service et du bois d'œuvre, l'exploitation frauduleuse a pris le poids. Et cette manière de faire-là accroît la dépendance de notre pays vis-à-vis de l'importation. Il était essentiel de notre point de vue que nous puissions donc nous retrouver ensemble afin de nous permettre de revoir un peu comment nous aurons organisé au mieux les filières bois d'œuvre et bois de service.
Les travaux vont s'articuler autour des communications, des échanges entre les différents acteurs de l'environnement et les parties prenantes. À terme, ils devront aboutir à l'adoption du référentiel en matière de gestion des ressources en bois, ainsi que les différentes actions à mener. Il s'agira de présenter à l'ensemble des participants d'abord la stratégie qui permet de présenter les visions qu'on a par rapport à la gestion durable de ressources en bois d'œuvre et en bois de service et les objectifs, les principaux axes. Ensuite, il y aura une communication sur le plan d'action qui va nous permettre effectivement d'opérationnaliser la stratégie qui a été élaborée. Nous allons avoir un autre aspect qui va être de se doter d'une feuille de route. Selon les premiers responsables du ministère en charge de l'environnement, l'adoption d'un tel document va jeter les bases d'une industrie nationale de bois performante, génératrice d'emplois. Aussi, elle vise à couvrir d'ici à l'horizon 2025 près de 20% des besoins du pays en bois scié, contre moins de 5% actuellement. Grand consommateur de bois, le secteur du Dolo s'organise et se modernise davantage. Le Burkina voit ainsi l'une de ses boissons traditionnelles sur la voie de l'industrialisation. Dénommée Germilo, l'entreprise est une unité semi-industrielle de mise en bouteille de la bière 2000. L'initiative est d'une dolotière réputée du pays, Blandine Bouda. Le lancement officiel de l'unité implantée à la Padoua Ouagadougou en présence de Nongba Kouda et Caroline Ouaré. C'est le couronnement d'un parcours digne du combattant. Madame Bouda exerce son activité de vendeuse de dolo depuis près de 45 ans. Germilo, l'unité semi-industrielle de mise en bouteille du dolo, est une première au Burkina. Au stade de lancement, l'entreprise a une capacité de production de 30 000 bouteilles par mois. Moi, je ne suis pas allée à l'école loin, mais mon idée m'a donné que pourquoi pas valoriser ce produit-là, pour que ça soit comme les autres produits qu'on importe ici avec les bouteilles. Et nous aussi, nous buvons. Pourquoi pas faire que ça devienne comme les vins qui importent ici et nous buvons. Pour que nous aussi, on ne peut pas valoriser ça. Et puis demander des accompagnements aux chercheurs de nous aider à certifier ça, mettre en bouteille. Représentant du département ministériel du commerce, de la femme, tête couronnée les plus en vue au Burkina, patron d'unité industrielle dans la transformation, tous sont venus saluer ce qui est reconnu comme prouesse de la part de la promotrice. Dans la politique générale du gouvernement, il s'agit effectivement de faire de la transformation de nos produits, un socle effectivement de développement de notre tissu industriel. Quand elle a approché le ministère, le ministre souhaitait vraiment l'accompagner à travers ses services techniques, les outils qui sont au sein du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, et plus précisément l'Agence burkinabé de normalisation de la méthodologie de la qualité. Donc cette promotrice, elle a été accompagnée à tous les niveaux, avec le laboratoire national de santé publique, l'IRSAT, pour que les produits effectivement qu'elle va mettre à la disposition de nos consommateurs soient des produits de qualité. Faire de cette entreprise une référence au niveau national et sous-régional, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat s'y engage en soutien à Madame Bouda. Et la prochaine étape de cet autre cheminement est la certification. Des actes culturels et touristiques 2.0 pour le Burkina pour être en phase avec les exigences du moment. Le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme est dans la dynamique. Ceux de Fadan Gourmand ne sont pas en reste et bénéficient à leur tour de formation en technique de vente en ligne et d'élaboration de plans d'affaires, entre autres, nous indiquent Désiré Ilboudou et Aruna Mari. Un investissement dans le savoir paye toujours les meilleurs intérêts. Cette pensée de l'artiste physicien écrivain Benjamin Franklin illustre à souhait toute la place du savoir dans la formation de l'homme. Pour tourner dos à l'ignorance et à l'amateurisme, ces acteurs culturels de la région de l'Est se forment en technique vocale et à une meilleure gestion de la filière culturelle et touristique. C'est le choix et la demande d'ailleurs exprimée par ces différents acteurs-là d'avoir un certain nombre de formations, notamment donc celles qui ont été déclinées ici, à savoir donc le marketing, la vente en ligne, différentes formations qui leur permettent de faire des plans d'affaires, etc., pour pouvoir en tout cas être mieux compétitifs. Avec cette formation, nous comptons vraiment créer une entreprise culturelle
pour en faire en tout cas un levier de développement au niveau de la région de l'Est et pour créer des emplois en tout cas pour les jeunes. La formation va s'étaler sur 2 semaines au profit de la trentaine d'acteurs culturels qui plaident pour la dynamisation de plusieurs infrastructures culturelles. Aujourd'hui, Fadangouama est une ville sans salle de spectacle digne de ce nom et voici la salle de ciné vue de l'intérieur et de l'extérieur. Je suis très réceptive à ce qui a été dit et nous verrons ensemble en tout cas ce qu'il y a de fait parce que de toute façon, nous-mêmes nous sommes sur cette lancée. Nous avons demandé aux différents directeurs provinciaux d'exprimer leurs besoins. Si le premier besoin c'est de réaliser, de refaire d'abord la salle de ciné, c'est sur ça que nous allons d'abord commencer avant donc d'étendre l'action du gouvernement sur le reste des doléances. Après l'Est, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme compte se déporter dans les 12 autres régions pour offrir la même formation qui, in fine, va profiter à près de 400 acteurs culturels et touristiques burkinabés. Une question à présent. Comment devenir reine de la cour royale du Yatenga en passant par une initiation en plusieurs étapes? Nous répond Moussaki qui ajoute que le rituel est exécuté en grande partie par les tantes du mari. C'est Agathe Ouedraogo, candidate à ce rang royal, que nous découvrons. Agathe Ouedraogo est désormais reconnue reine de la cour royale du Yatenga. Son initiation s'est passée dans la pure tradition des Yatse. Ces femmes assises sont les tantes de son époux. C'est elles qui ont rasé la nouvelle reine conformément à la tradition. On rase la nouvelle reine dans la maison coutumière. À partir de cet instant, elle appartient à son mari seul. Ce rituel permet au couple d'avoir des enfants bénis. Les cheveux enlevés sont ensuite ramassés et jetés dans ce caniveau. Les tantes et la nouvelle reine se mettent en file indienne. Direction la cour de l'aînée des tantes du mari, une vieille de plus de 80 ans. Elle doit obligatoirement apporter ses bénédictions à la nouvelle reine. Que Dieu t'enseigne, te guide et qu'il t'accorde ce qui est bon. Tout ce qui tombe dans tes mains soit béni. Dans ce processus d'initiation, des objets sont importants. Ce petit canari sert de coffre pour la contribution financière des tantes. La calebasse est désormais utilisée pour la douche de la nouvelle reine. Pour le moment, tout se passe loin du regard du mari, comme le veut le rituel. La grossesse qu'elle a là, c'est la couche. Si sa tête n'était pas rasée, son fils là ou bien c'est sa fille là ne peut pas prendre la chefferie. De la maison de l'aînée des tantes, la nouvelle reine est conduite au palais du roi de Yatenga. Sur la voie, des passants s'arrêtent pour suivre ces rituels. Une vieille du groupe dévance pour annoncer la venue de la nouvelle reine. La porte ouest du palais lui est réservée. Le Bendra annonce sa venue au palais. Elle salue le roi et se présente. Son mari peut maintenant se joindre au groupe. Là, s'il n'a pas rasé sa tête, ses enfants, c'est pour lui seulement. Même à l'origine familiale, les enfants ne doivent pas venir. Ceux qui n'ont pas rasé la tête, ils ne doivent pas venir. Et même si son père est mort, il n'a même pas un franc, on lui donne rien. Oui, c'est la coutume. Agathe Ouedraogo n'est pas la première. Le royaume du Yatenga compte à nos yeux une centaine de reines. L'initiation est la même. La tête est rasée et l'habillement est purement traditionnel. Signe de l'acceptation de la nouvelle reine dans le royaume du Yatenga. Mais derrière ce consentement, il y a des interdits. Dès lors que la tête sera rasée, tu n'as plus droit à l'horreur. Parce que c'est une voie irréversible. Alors, si, bon, par mégarde, elle commet l'infidélité, là en tout cas, elle est répudiée automatiquement. Et ça aussi, il y a un rite coutumier qu'il faut faire aussi pour la répudier carrément de la famille et on retire aussi son turban. Chez les Yatse, cette initiation est considérée comme la célébration de leur mariage traditionnel. Au début, c'est pas facile, mais avec le temps, on va s'adapter. C'est une nouvelle culture pour moi, donc
J'espère qu'avec le temps, ça va aller. Je suis très satisfait et ça fait de moi aussi un fils digne de mon père parce que j'ai respecté effectivement sa culture. Tout est presque fini. Le couple sort du palais, accompagné des tantes du mari. La reine vient saluer les papas de son mari, comme le veut aussi la tradition. Paix, vivre ensemble et cohésion sociale sont des thématiques véhiculées par l'artiste reggaeman Sana Bob à l'état civil Salif Sana. Son concert de sensibilisation ce 15 juillet à Dédougou se veut une contribution à la lutte contre le terrorisme. Le message, un appel à l'unité et à la solidarité pour vaincre les forces du mal, les temps forts, avec Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Dramanso. Pour la paix et la cohésion sociale, je m'engage. Et vous? La réponse à cette question, l'artiste reggaeman Sana Bob est venu la chercher à Dédougou. Accompagné d'autres artistes, l'ambassadeur de paix est dans la cité de Bankui pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les communautés. Devant les autorités, l'artiste musicien appelle chacun à être un messager de paix. Il faut aller auprès de vos parents, les grands-parents, c'est tout le chef des cantons. Là-bas, il y a la parole vraie. Vous voyez, tout, quand le chef de canton était là ce soir-là, on a parlé, la paix, et tout le monde s'était vraiment calme, silencieux et respecté et peut écouter. C'est dans cette tradition-là que moi j'ai en train de profiter aujourd'hui, en tant que Sana Bob aujourd'hui, pour aller auprès d'eux, non seulement de demander leur bénédiction et aussi de parler aussi vraiment de la paix auprès d'eux. L'une des missions des chefs traditionnels est le renforcement de la cohésion sociale. Ce concert est l'occasion de renouveler les messages de paix. L'activité de ce soir correspond exactement au rôle d'un chef coutumier qui est de travailler à la paix et à la prospérité de sa communauté. Et pour cette raison, le chef a besoin aussi de soutien. Et comme l'action de Sana Bob s'inscrit dans ce sens-là, c'est une contribution au rôle que le chef joue presque tous les jours. Pour l'artiste Sana Bob, ce concert de sensibilisation a été initié depuis 2018 afin de solliciter l'aide des leaders coutumiers et religieux dans la recherche de la paix, la cohésion sociale et du vivre ensemble. Portrait à présent d'une femme battante, pas comme les autres. Elle s'appelle Victorine Guissou, handicapée physique. Elle pratique le sport de haut niveau, médaillée de bronze au grand meeting de Tunis et du Maroc. Elle a plusieurs fois été championne nationale. Victorine est en route pour Tokyo pour les Jeux Olympiques. Nous l'avons rencontrée avant son départ dans son salon de coiffure à Koudougou. Kwale Nebié, Jean-Modeste Ouedraogo pour le reportage. Quartier Zaquin au secteur 2 de Koudougou. Bienvenue à Vicky Coiffure, le salon de coiffure des femmes à proximité du marché. Nous sommes dimanche et pour se rendre belle, il faut négocier au préalable un rendez-vous. À l'intérieur de la maisonnette qui sert de salon, une femme tient des mèches dans ses mains. Cette femme est la propriétaire des lieux. Elle se nomme Victorine Guissou. Elle est une personne handicapée et à l'aide de ses béquilles, elle se déplace. Auprès de ses collaboratrices et de ses clientes, elle suscite de l'admiration. Même si elle a du succès dans la coiffure, c'est par le sport qu'elle se révèle au Burkinabé. Derrière cette femme battante se cache une sportive de haut niveau. Moi, j'ai 17 médailles. Premièrement, j'ai participé à une compétition au Maroc. J'ai remporté une médaille bronze pour ma première sortie. Et deuxièmement, je suis allée en Tunis, encore remporté une médaille bronze. Et tout récemment, on a participé à la compétition nationale à Ouaga et j'ai remporté une médaille d'or. Spécialiste du lancer de poids et de javelot, Victorine Guissou est une fierté nationale. Le sport lui permet de s'épanouir. Depuis que moi j'ai commencé le sport, c'est rare que je tombe malade. Peut-être des fois c'est la fatigue, mais ça ne me dérange pas. 2 jours, 3 jours, ça passe seulement. Retranchée dans sa ville natale, elle est rarement mise sous les feux des projecteurs. Elle est en manque de reconnaissance. Depuis que j'ai commencé à voyager, j'ai fait plus d'efforts pour remporter des prix et pour soulever même le nom de Burkina. Et depuis que je suis arrivée, je n'ai jamais eu un encouragement même. Qualifiée pour les Jeux paralympiques de Tokyo, Victorine rêve d'une médaille quelle qu'en soit la couleur. Je m'entraîne 4 fois dans la semaine.
Donc avec mon encadreur, et des fois même si l'encadreur n'est pas à côté, moi je me débrouille moi-même. Cela passe par le travail et un entraînement de haut niveau. Guissou n'a pas de temps à perdre, l'heure des entraînements approche. Elle se prépare pour la séance du jour. De son salon de coiffure, elle prend la direction du secteur 5 au siège de l'association. C'est ici que Victorine Guissou prépare les Jeux paralympiques. Métamorphosée en sportive, elle est prête avant l'arrivée de son entraîneur. Puis arrive enfin l'entraîneur. La séance peut commencer. Sur ce terrain de fortune, elle tente tant bien que mal de s'adapter à la situation. Traçage de l'aire de lancer, échauffement et lancer sont les principaux exercices du jour. L'objectif est de faire le plus long jet possible. Après plusieurs tentatives, sa performance du dernier championnat national n'est pas battue. Il y a encore beaucoup de travail. Malgré les efforts de cet entraîneur bénévole, il sera difficile de réaliser de bonnes performances dans ces conditions. Franchement, c'est des pincements au cœur, il faut le dire. Hein. Pour une personne qui va représenter haut et fort et puis valablement, on va dire, le Burkina Faso à l'extérieur, c'est quand même un peu déplorable de voir que cette personne n'est pas connue d'abord. Ça d'abord. Ensuite, il y a son ministère de tutelle, il faut le dire clairement, hein, qui, à mon avis, ne fait pas ce qu'il faut. Voilà, pour un athlète déjà de sa carrure. Bon, comparaison n'est pas raison, mais avec ce qu'elle a comme trophée déjà, je pense qu'on peut déjà la citer parmi les meilleurs athlètes de ces 2 dernières années. Un cri de cœur qui sera sans doute entendu par les plus hautes autorités, mais en attendant, elle peut compter sur son entraîneur, ses collaboratrices et ses filles qui l'admirent et qui la respectent pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle fait. Les Jeux paralympiques débutent le 24 août à Tokyo. Les 2 représentants burkinabés seront mis au vert du 21 juillet au 3 août pour les entraînements intensifs avant la compétition. Voilà, une page de l'actualité hors de chez nous pour refermer ce journal. Émeute en Afrique du Sud, le bilan fait cas de 200 personnes décédées dans les violences qui ont suivi l'incarcération de Jacob Zuma. Ces troubles et pillages seraient planifiés et a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Après une semaine de violences meurtrières, le président sud-africain s'est rendu ce vendredi à KwaMashu dans la province côtière du KwaZulu-Natal où les troubles qui ont fait plus de 200 morts ont éclaté il y a une semaine. Selon Cyril Ramaphosa, les pillages ne doivent rien au hasard, ils auraient été provoqués et planifiés. Il est tout à fait clair que tous ces incidents, ces troubles et ces pillages ont été fomentés. Il y a des instigateurs. Il y a des gens qui ont planifié et coordonné tout cela. Nous poursuivrons ces personnes, nous en avons identifié un bon nombre. Nous ne laisserons pas l'anarchie s'installer dans notre pays. La police enquête actuellement sur une dizaine de personnes soupçonnées d'être derrière le déchaînement de violence de ces derniers jours. Les premiers incidents ont éclaté la semaine dernière dans la province du KwaZulu-Natal au lendemain de l'incarcération de l'ex-président Jacob Zuma, condamné à 15 mois de prison ferme pour outrage à la justice. Les pillages se sont ensuite étendus sur fond de chômage endémique et de nouvelles restrictions anti-Covid, notamment à la province du Gauteng où ces images ont été tournées. On s'arrête ici pour les actualités dans cette édition. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. L'info vous revient dans sa dernière version à 23h avec Issa Kanana. Bonne soirée à tous.